Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'une nouveauté sortie nationalement en France ce mercredi, mais qui avait été présentée au Festival de Cannes. La nouvelle œuvre du réalisateur chinois Jia Zhangke, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne à travers son Still Life que j'ai découvert fin 2023. J'étais donc très curieux à l'idée de découvrir son nouveau brûleux intitulé chez nous Les Feux Sauvages, ou en version originale, si on traduit en français, ça donnerait plutôt Génération Romantique, tandis que les anglophones ont traduit tout cela par Caught by the Tides. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, parce que le film est difficilement descriptible déjà dans son approche. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal sa compagne, Zhao Tao, qui a joué dans beaucoup de ses films, dont Still Life. Et il y a aussi un certain Lee Jubin, qui a également joué dans certains de ses autres films. Et pour cause, ici, Jia Zhangke nous propose un geste de cinéma très rare. Il va nous faire dérouler sous nos yeux 20 ans de la Chine avec ses propres images, des rushs qu'il a filmés ici ou là, même des extraits de certains de ses métrages ou des on va dire scènes qu'il n'a pas gardées, tout ça. Mais même parfois, il est parti en voyage avec sa compagne et son chef-op pour prendre comme ça des moments au vif. Et il a mis tout ensemble, plus filmé quelques scènes à l'époque donc du Covid, juste, je crois que c'est 2022, parce qu'il y a la Coupe du Monde de Qatar en même temps là. Bref, de tout ceci, il a créé une fiction avec le réel pour nous présenter une histoire qui en est une, sur le papier, on va dire, très simple. Un homme et une femme qui sont ensemble, puis l'homme s'en va. Elle va le retrouver pour le quitter, et de nos jours, les deux se retrouvent. Voilà, de la ville de Datong, au début, on y revient, à Datong, avec cette statue qui apparaît, et entre-temps, on est sur des décors que l'on peut voir dans Still Life. Je crois qu'il y a aussi Les Éternels, et l'un des premiers films de Jia Zhangke, ce qui est Plaisir Inconnu aussi, dont on voit certaines images clairement. Donc, ce qui est amusant, c'est que je crois savoir, mais je ne l'ai pas vu Les Éternels, que déjà dans cette œuvre, il reprenait plus ou moins des scènes et des images de Plaisir Inconnu et Still Life. Ici, il reprend des images et autres, bien évidemment, de Plaisir Inconnu, Still Life et Les Éternels. C'est ce qu'on appelle un cinéma poupée russe, où il imbrique un petit peu ce qu'il a déjà fait, mais qui nous montre aussi ce qu'il nous a jamais montré. Des rushs qu'il aurait peut-être jamais utilisé si il n'y avait pas eu le Covid et s'il n'était pas bloqué, comme beaucoup de gens, et pas qu'en Chine, chez lui, où il a un petit peu farfouillé tout cela, il s'est dit « je vais faire quelque chose ». Et en effet, quand il a pu tourner, encore en pleine crise, on voit les masques et tout, il a conclu ses rushs qu'il a remontés comme cela pour en faire une histoire. Alors, n'y trouvez pas une vraie logique et une forme narrative absolument fluide. Pas du tout. Il faut lâcher prise, notamment au milieu. C'est ce qu'on appelle un essai expérimental cinématographique, qui n'est ni un documentaire, ni une vraie fiction, où il prend donc ce qu'il a vu, à travers donc ses caméras, et avec ses personnages qui sont aussi des gens qu'il côtoie dans la vraie vie, enfin du moins, en tout cas pour celle avec qui il vit. Et là, on a quelque chose, tout simplement, que je n'avais jamais vu avant, enfin, consciemment en tout cas, j'ai pas de souvenir particulier. Il y a des œuvres comme cela qui mélangent réalité et fiction sur plusieurs années. Bon, côté fiction, il y a eu Boyhood, de Richard Linklater, mais c'était purement de la fiction. Là, cette idée de kaléidoscope, où on voit cette actrice et cet acteur aussi, mais l'actrice, on la voit partout, tout le temps, vieillir, ça en est troublant et bouleversant. D'ailleurs, je crois savoir qu'après la projection à Cannes, l'actrice, donc Zhao Tao, est sortie en larmes, parce que elle a vu sa vie défiler sur 20 ans. Un peu plus de 20 ans même, Ça commence en 2001, au début du siècle, le printemps d'un nouveau siècle, c'est comme ça que ça commence, avec des images un peu brouillées, vidéo et tout, même s'il y a une autre scène au début qui est très étrange, une introduction qui justifierait le titre français presque, mais bon, peu importe. Et ça se termine donc en 2022-23, à peu près par là, quoi. C'est difficile de poser les mots sur une œuvre comme ça, quasiment à chaud. J'ai traversé l'ensemble en voyageant avec ces personnages, en découvrant, en redécouvrant sur certains points la Chine, et en voyant donc ce qu'on va dire le discours de son artiste sur ce pays qu'il
ne juge pas, il le commente en étant conscient de sa place. C'est un peu un réalisateur rebelle quand même. Il montre l'évolution par rapport à l'actualité technologique. Par exemple, on parle de l'obtention des JO de Pékin. Il y a la Coupe du Monde en même temps à part et tout. Il y a plein de petits trucs de violence aussi que l'on sent. Et il s'attache aussi à représenter la jeunesse. Une jeunesse qui bouge, qui danse, qui chante. Il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de chansons. Des chansons exceptionnelles d'ailleurs. On part au début d'un truc punk du groupe Brain Failure pour arriver à la fin à un chanteur chinois extraordinaire qui a une grande histoire là-bas. C'est le premier, on va dire, qui a bouleversé les codes, qui a fait du rock vraiment, qui a inspiré certains mouvements étudiants à la fin des années 80, vous les connaissez. C'est un certain Qiu Jian, j'espère que je ne prononce pas mal son nom, c'est probable, mais c'est pas grave, qui a osé porter un message politique très loin de ce qui était la norme donc, du gouvernement chinois. Et avec cela, avec cette intro très punk, un peu ska, dans ta gueule, qui fait écho aussi au titre, parce que ça veut dire ce que ça veut dire, on peut pas brûler les mauvaises herbes, hein. La mauvaise herbe c'est ces jeunes qui veulent se rebeller, quoi qu'il arrive, le printemps derrière les fera repousser. Et finir donc avec ce message-là, suite à une course et un cri, parce que le film se termine le temps d'une course où on ose faire tomber le masque du Covid et crier. Ça, c'est notre personnage principal qui le fait, notre héroïne. Et c'est là où ça renvoie aussi sur une autre thématique que le film veut mettre en avant. C'est le combat d'une femme pour vivre et s'émanciper de certaines choses. Une femme qui ose chanter, qui ose s'amuser, qui ose danser, et qui va subir le joug de son compagnon, donc qui est un petit boss local, quoi, une sorte de, oui, de gérant, mais derrière il va fricoter un peu avec certains politiciens véreux, voire même peut-être la mafia. Et donc, on le voit même un peu violent avec elle, vite fait quand même, et elle, bon bah, lui il s'en va, elle va essayer de le retrouver, non pas pour se remettre avec des années après, mais pour vraiment le quitter, pour mettre fin à ça. Et c'est absolument incroyable, parce que ce personnage qu'elle joue, donc qui s'appelle dans le film un Xiao Xiao, mais dans Still Life, parce qu'elle est habillée comme dans le film Still Life, il n'y a que celui-ci que je peux référencer, parce que les deux autres, potentiellement mentionnés dans le film, je ne les ai pas vus. Mais elle jouait dans Still Life quelqu'un qui essayait de retrouver quelqu'un pour divorcer avec lui. Là, elle va essayer de le retrouver pour le quitter. Ça fait un écho. C'est pas la même histoire, mais on reprend les mêmes images. Et c'est une femme qui se défend aussi contre ce compagnon qu'elle va oser quitter, même si c'est lui qui est parti, non, c'est elle qui aura le dernier mot, elle va le quitter, mais bon, ils vont se retrouver quand même. Alors c'est particulier, la partie est très très forte, hein. Mais en plus, on la voit aussi se défendre et se battre contre des jeunes à un moment, hein, dans les deux premières scènes. Et à la fin, on comprend pourquoi elle pousse un cri. C'est extraordinaire, ça. Et les retrouvailles des années après, ont l'émotion. Voilà, en plus, les retrouvailles, on tombe le masque, on voit que combien d'années sont passées, au moins 15 ans, quoi. Facile, enfin, à peu près. Le poids de la vieillesse et ces visages qui ont changé, qui apparaissent derrière le masque, c'est là. Je n'avais pas vu un film qui utilisait aussi bien les masques depuis un certain Hong Sang-soo, voilà, la romancière, le film est Le Heureux Hasard, j'ai peur de me tromper dans l'ordre des termes, mais c'était ça, hein. Bah là, bam, voilà, découverte, l'émotion, est-ce qu'elle va céder et revenir avec lui? Et lui, il est quand même dans un piteux état. Non, le cri final de la course, peut-être, vous comprenez l'idée. C'est un film qui raconte beaucoup de choses, donc. Cette jeunesse chinoise qui maintenant est devenue, donc, qui est rentrée dans la cinquantaine, quoi. Enfin, oui, enfin, passer à la quarantaine, en tout cas, je crois que le réalisateur a la cinquantaine, mais là, bon, voilà, on a compris. Cette émancipation d'une femme aussi, et comment le pays évolue. Et je parlais de la technologie, évidemment, c'est parfait ça pour le cinéma. À l'époque, bon, c'était tourné avec du numérique, c'était le début du numérique, il était content, il faisait mumuse avec Jia Zhangke. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup tourné aussi, mais aussi pour observer son pays. Et on voit l'évolution, avec les portables, évidemment. À un moment, il y a un personnage sur un ordinateur et tout, puis plus tard, on voit des robots qui commencent à être des prototypes. Et à la fin, on a le robot vraiment intelligent qui raconte des blagues ou des citations de Mère Teresa. Il y a aussi la religion, parce que le robot qui cite Mère Teresa à la fin, ça renvoie à une prière. Et pourtant, j'avais l'impression qu'au début, elle était plus dans le bouddhisme. Là, elle aurait versé vers le catholicisme, on ne sait pas. Ça prouve aussi que beaucoup de Chinois ont évolué et ne savaient plus se situer même dans leurs croyances par rapport aussi à l'influence du monde moderne et de l'Occident.
Il y a plein de trucs là-dessus, limite, j'ai envie de dire que le défaut du film, c'est qu'il y a trop de trucs et que tu aurais aimé que ça dure 3 heures. Oui, ça dure 1h50, c'est trop court. C'est trop court. Et ça va être le seul problème que j'ai avec le film, au final, parce que j'ai traversé cela. Ça m'a remémoré, évidemment, les meilleurs moments visuels architecturaux et aussi de ce barrage-là qui va engloutir la ville. Donc dans Still Life, on le revoit ici, sur le barrage des Trois Gorges, je crois. Avec ces déplacements, beaucoup de déplacements dans le film, de toute façon, des trains, des avions, et puis en marche aussi, tout simplement. C'est un flux absolu qui raconte des choses par des images, mais n'allez pas chercher une histoire, à part donc cette trame globale qui finalement arrive à nous émouvoir, arriver au bout quand même. Pourtant, il y a des moments, c'est le flottement total. C'est-à-dire que cette seconde partie, que j'ai appréciée uniquement visuellement, ouais, si vous tombez pas dans la beauté des lieux et dans ce côté un peu on se laisse aller au vague à l'âme, vous allez plonger, vous allez décrocher, voire vous endormir si vous êtes fatigué. Restez jusqu'au bout. La dernière partie est absolument étonnante sur cette époque-là, sur cette nouvelle Chine, Covid, nouvelle technologie et tout, mais toujours la jeunesse, toujours les visages, toujours les gens, il filme, il a voulu filmer, c'est ça, c'est rush aussi, c'est pour ça qu'il a reproduit ces rushs-là sur ce qu'il a filmé exprès pour le projet, parce qu'il a eu cette idée de projet, il n'y a que la dernière partie qui est tournée pour le projet en gros. Mais bon, voilà, l'évolution d'une vie, ou de plusieurs vies ici, sur 20 ans, l'évolution d'un pays, de ses divagations, de sa technologie, nouvelle technologie, sa restructuration avec le barrage, là. C'est passionnant. C'est un film qui est très difficile à évaluer, de toute façon, c'est à vivre, quoi. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Et je regrette presque, je suis presque déçu de moi-même de ne pas avoir vu avant. Si j'avais su que c'était ça, j'aurais fait l'effort. En fait, j'ai découvert que ça allait reprendre. Donc, Plaisir inconnu et Les Éternels, parce que sinon, je les aurais vus, ces deux films. J'aurais vu aussi Touch of Sin, que je n'ai pas vu, qui est peut-être son chef-d'œuvre, je ne sais pas. Mais bon, au moins, j'avais vu Still Life. Ce qui m'a permis d'apprécier la deuxième partie, plus que si j'avais pas vu Still Life, je le sais, je me connais. Bref, à votre avis, déjà, combien de gens vont répondre à cette vidéo? Très peu. Combien de gens auront vu ce film en salle? Peu aussi, j'imagine, parce qu'il n'est pas fort bien distribué. Mais si, voilà, vous voulez faire vivre ces œuvres-là, parce que j'en parle, et je pense qu'on sera peu à en parler, n'hésitez pas à mettre votre petit grain de sel, même si vous ne l'avez pas vu, si ça vous donne envie de le voir, quoi. Les feux sauvages. Ça commence avec cette citation, et ce prélude où il y a un feu, magnifique le plan au début. Ça a l'air gratuit. Je sais pas. N'est-ce pas? Je sais pas si c'est pas le réalisateur lui-même qui se met en scène à faire ce feu, j'en sais rien. J'ai pas reconnu le personnage masculin principal. J'avoue, là, j'ai des trous dans la raquette. Donc, en plus, en commentaire, vous allez me dire, vous, ce que j'ai manqué en n'ayant pas vu les autres films ici mentionnés de Gira Zonk. J'en perds mon latin. Je veux dire que je suis vraiment un peu malade cette semaine, mais c'est pas grave. Bref, je veux tout simplement avoir votre avis et votre expertise sur ce réalisateur par rapport à ce film, ou globalement. Voilà, j'en finis ici. C'est assez pêle-mêle, mais le film l'est encore plus. J'aurais pu prendre des rushs de moi-même il y a quelques années pour vous faire la vidéo en faisant un montage, mais ça m'aurait pris 3 heures et ça n'aurait absolument eu aucun absolu sens. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine. Ciao.